Il est des œuvres qui ne sont pas faites d'encre et de papier, mais de foudre et de vérité. Elles ne se lisent pas avec les yeux seuls, elles se reçoivent dans le silence de l'âme, là où naissent les certitudes. Ces œuvres ne racontent pas une simple histoire, elles changent le cours de l'histoire elle-même. Le deuxième sexe est de cette trempe-là. Je vous parle aujourd'hui d'une voix, une voix qui s'est élevée alors que le monde retenait son souffle. Nous sommes en 1949. Dans un monde de villes brisées et d'espoirs fragiles, le silence était immense. Et c'est là, dans le grand silence des hommes qui reconstruisaient la pierre, qu'une conscience s'est réveillée pour oser formuler ce que des millénaires avaient tué. Pour reconstruire l'idée même de la femme. Cette conscience, c'est celle de Simone de Beauvoir. Philosophe, oui, romancière, sans doute, mais avant tout, une exploratrice intrépide des continents intérieurs, une voyageuse de l'âme humaine. Elle n'a pas écrit un pamphlet, qui n'est qu'un cri de colère, ni une simple étude, qui n'est qu'une mesure froide. Non, elle a offert autre chose, une révélation. Elle a entrepris une exploration, une véritable fouille archéologique dans les strates infinies du temps pour déterrer une vérité enfouie. Elle a pris la femme, non comme une évidence, non comme une certitude acquise, mais comme la plus profonde des énigmes. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est donc pas le résumé d'un livre, c'est une clé. La clé d'une porte que beaucoup croyaient fermée à jamais. C'est une invitation à venir écouter l'écho d'un tremblement de terre de la pensée. Un écho qui, aujourd'hui encore, façonne votre monde et qui a commencé par une prise de conscience simple et pourtant si terrible. Alors, confiez-moi votre écoute, suivez ma voix et entrons ensemble avec respect dans la lumière de sa pensée. Au commencement de toute chose, il n'y a pas le verbe, mais le regard. L'humanité, nous murmure Beauvoir, a appris à se penser au masculin. L'homme s'est dressé, seul, au centre de son univers, et s'est nommé lui-même. Il s'est dit « Je suis le sujet, je suis l'essentiel, je suis l'absolu ». Il est le un. Et face à lui, pour ne pas être seul, il a posé un miroir silencieux qu'il a poli de ses propres mains. Mais dans ce miroir, il n'a pas cherché un autre visage, un égal. Il a cherché son propre reflet. Un complément docile, une moitié rassurante, une altérité qui ne le menacerait pas. C'est elle, la femme, l'autre. Écoutez bien ce mot, car il a le poids d'un destin. L'autre, ce n'est pas l'étranger que l'on découvre, ce n'est pas l'ami avec qui l'on chemine. L'autre, ici, est ce qui n'existe que par rapport au un. Ce qui est défini, non pas par sa propre essence, mais par sa relation à celui qui regarde. Il est le soleil qui nomme le jour, elle est la lune qui ne fait que recevoir sa lumière pour briller dans la nuit. Il est la verticale qui s'élance vers le ciel. Elle est l'horizontale, la terre qui l'accueille et le porte. Il est la norme, le chemin droit. Elle est la déviation, le sentier qui en part. Il est, tout simplement, il est. Elle est pour lui. Cette dissymétrie, cette fracture originelle, est la clé de voûte de tout l'édifice. Observez sa simplicité terrible dans le souffle même de votre langue. Quand vous dites « les hommes », votre esprit peut embrasser l'humanité entière, n'est-ce pas? Mais pour parler des femmes, il vous faut le préciser. Il vous faut dire « les femmes ». L'un se prétend universel, l'autre est condamné au particulier. Et c'est là, dans cette évidence que personne ne voyait, que Beauvoir expose la vérité première, la blessure cachée sous le bandeau des siècles. La femme n'a pas été pensée comme une conscience libre, autonome, brûlant de son propre feu, mais comme un objet qui gravite, un écho qui répond, un être relatif à la conscience masculine. Elle est la seconde, celle qui vient après. Voilà le point de départ de tout le drame.
Voilà la fondation invisible sur laquelle s'est bâtie la dépendance. Sur cette fondation invisible dont je vous ai parlé, les murs commencent alors à s'élever. Des murs que l'on ne voit pas, mais dont les pierres sont si lourdes. Et c'est ici, au cœur de cette construction, qu'éclate une phrase de Simone de Beauvoir. Une phrase qui, à elle seule, a déchiré le voile des habitudes. Un coup de tonnerre dans le ciel tranquille des certitudes. Écoutez-la, laissez-la infuser en vous. On ne naît pas femme, on le devient. Non, le destin n'a rien écrit dans le livre de votre sang. La nature ne vous a pas murmuré votre rôle à l'aube de votre vie. Nulle essence éternelle, nul décret divin ne vous a condamné à être ce que vous êtes. C'est la civilisation tout entière qui se fait sculpteur. De mille mains invisibles, patientes et implacables, elle élabore, elle façonne, elle polit cette œuvre délicate et complexe que l'on nommera la femme. Dès votre premier souffle, le modelage commence. Au petit garçon, on tend l'horizon. On lui dit « Sois fort, explore, conquiert ». On met entre ses mains des trains qui filent vers l'ailleurs, des soldats qui s'emparent de mondes imaginaires. On lui offre le mouvement. À la petite fille, on offre une maison de poupée, un monde en miniature, une réplique d'elle-même dont elle doit prendre soin. On lui apprend à soigner, non à guérir le monde. On lui apprend à attendre, non à provoquer le destin. On lui apprend la séduction comme un langage et la passivité comme sa plus belle parure. Votre corps même, ce temple sacré, on vous enseigne qu'il n'est pas tout à fait à vous, qu'il est une promesse pour le regard d'un autre. Et ce printemps de votre sang, ce torrent de vie nouvelle qui devrait être une puissance, on le nomme en secret. On l'enveloppe de silence, parfois de honte. Chaque jeu, chaque conte de fées, chaque attente dans le regard de vos parents est une brique ajoutée au mur. Une brique d'or et de soie pour bâtir la cage dorée de la féminité. Alors vous le voyez, ce n'est pas la nature qui vous murmure votre rôle, c'est la culture qui le crie. Vous ne naissez pas avec des chaînes, on vous les forge. On vous les forge avec amour, avec tendresse, avec les meilleures intentions du monde. Et ce sont là, mon ami, les chaînes les plus solides de toutes. Pour qu'une âme accepte sa cage, même si elle est dorée, il faut peupler ses barreaux de rêve. Il faut murmurer à son cœur que cette prison est en vérité un sanctuaire. C'est pourquoi Beauvoir nous prend par la main et nous guide dans une galerie silencieuse. Une galerie de portraits qui ne sont pas de chair mais d'attente. Des spectres qui hantent nos contes, nos poèmes et nos nuits. Ce sont les fantômes de l'éternel féminin. Et ces mythes, comprenez-le bien, sont les plus douces des prisons de l'esprit. Regardez. Il y a la mer avec un M majuscule, figure sacrée du don de soi, océan d'amour inconditionnel. Mais un océan où elle doit se noyer elle-même, que d'autres puissent flotter. Son amour est sa fonction. Sa plus grande gloire est de disparaître pour que son enfant vive. À ses côtés, il y a la Vierge, statue de pureté dans un jardin clos, intouchable, parfaite, un idéal de perfection passive qui n'a de valeur que dans son attente, l'attente du prince, du regard qui viendra enfin lui donner un sens. Et puis, comme toute lumière projette une ombre, il y a le double maléfique, son reflet inversé, la sirène, dont le chant n'est pas une joie mais un piège, la femme fatale, dont la beauté n'est pas un don mais une arme. Son mystère n'est pas le sien, il est le danger qu'il représente. Son pouvoir n'est pas une force de création, mais une arme de séduction et de destruction. Et c'est là que le piège de l'esprit se referme sur vous. Vous voyez la ruse? Qu'elle soit un ange qui sauve ou un démon qui perd, qu'elle soit une sainte à prier ou une sorcière à brûler, la femme est toujours définie par le bien ou le mal qu'elle représente pour l'homme, jamais pour elle-même.
Ces archétypes la dépouillent de sa magnifique, de sa chaotique humanité. Il unit le droit d'être simplement elle-même, un être de contradictions et de lumière mêlée, avec ses propres désirs obscurs, ses propres ambitions solaires, et sa propre, unique histoire. En la figeant dans un rôle parfait ou monstrueux, on ne lui vole pas seulement sa liberté, on lui vole son existence même. Face à ce constat, si lourd, si implacable, un cœur pourrait sombrer dans le désespoir. Mais Simone de Beauvoir ne nous abandonne pas dans les ténèbres qu'elle a éclairées. Au contraire, elle nous montre une sortie. Elle trace une voie, non de révolte stérile, mais d'accomplissement. Une voie de lumière qu'elle nomme le chemin de la transcendance. Pour Beauvoir, il y a deux manières de traverser l'existence. Il y a d'abord l'immanence, c'est la vie qui stagne comme une eau dormante. C'est la roue qui tourne sans jamais avancer. C'est le cœur qui bat au rythme d'un autre. C'est l'état de l'objet qui subit le temps. C'est le cycle sans fin des mêmes gestes dans une pièce fermée où l'horizon est un mur. Et puis, il y a la transcendance. C'est le fleuve qui court vers la mer. C'est la flèche qui fend l'air pour atteindre une cible qu'elle s'est elle-même choisie. C'est la voix qui compose sa propre musique. La transcendance, c'est l'état du sujet, celui qui crée, qui agit, qui se jette dans le monde pour lui donner une forme, pour lui donner un sens. La libération de la femme, nous dit-elle, est cette conquête, ce passage de la vie subie à la vie choisie. Et pour ce voyage, elle nous donne des outils, pas des rêves, mais des choses solides, concrètes. Le premier, c'est l'indépendance économique. Ce n'est pas l'amour de l'or, c'est l'amour de la liberté. Gagner sa propre vie, ce n'est pas une fin en soi, c'est le sol ferme sous vos pieds. C'est le pouvoir de se tenir enfin debout, sans avoir besoin d'une autre épaule pour ne pas tomber. C'est le droit de dire oui avec conviction et non avec sérénité. Le deuxième outil, c'est le travail. Non pas comme une corvée, comme un projet qui engage votre esprit et votre âme. Un travail qui vous permet de construire, de créer, de laisser une trace de votre passage sur la terre. Que ce soit par l'art, la science, la politique, l'artisanat, peu importe. Il s'agit de sculpter le monde, et non plus d'être sculpté par lui. Enfin, les derniers piliers. La vie de l'esprit, la solidarité. Lire, penser, apprendre pour briser les murs de l'ignorance. Et parler, partager, s'unir à d'autres femmes pour briser le mur le plus terrible de tous, l'isolement. Car un fil seul se rompt, mais 1000 fils tressés ensemble forment une corde solide. La liberté, vous le voyez, n'est pas un don du ciel qui vous est fait, c'est une œuvre à conquérir chaque jour. Ainsi, notre voyage ensemble arrive à son terme. Nous avons regardé dans le miroir déformant de l'autre, et nous avons vu comment il a pu fausser le plus sacré des reflets. Nous avons senti, sur nos propres épaules, le poids invisible de cette cage que la culture bâtit brique par brique. Nous avons traversé la galerie silencieuse des fantômes, ces mythes qui hantent et qui emprisonnent l'âme. Et enfin, ensemble, nous avons vu poindre l'aube sur le chemin escarpé de la liberté. Mais ne vous y trompez pas, le deuxième sexe est bien plus qu'un livre sur les femmes, c'est un chant. Un puissant chant d'amour pour la liberté de chaque être humain. Car refuser à une moitié de l'humanité son plein statut de sujet, son droit de se projeter, de créer et de rêver pour elle-même, ce n'est pas seulement l'opprimer elle, c'est mutiler l'humanité tout entière. Un oiseau ne peut pas voler haut avec une seule aile. La quête de la femme pour son autonomie est la quête de tous pour une dignité enfin complète, enfin partagée. Alors, que cette voix de Simone de Beauvoir, portée jusqu'à vous, résonne longtemps dans le temple de votre esprit.
qu'elle vous invite, non à la colère, qui est un feu qui consume, mais à la clairvoyance, qui est une lumière qui guide. Écoutez le monde autour de vous, écoutez les histoires qui sont tues, et celles qui sont racontées trop fort. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec chaque mot, je vous demande seulement, ce qu'elle demandait elle-même, d'ouvrir les yeux de votre esprit. Merci. Merci de m'avoir prêté le cadeau de votre silence et la générosité de votre temps. Ce voyage à travers ces mots fondateurs fut un honneur. Allez en paix, et que votre propre histoire, votre propre et unique histoire, soit écrite par vous et pour vous.